la grande mesure, qui sera la mesure phare et structurante de mon quinquennat, et je l'espère des quinquennats qui suivent, c'est d'engager le chantier du revenu universel d'existence. Ça coûte à terme extrêmement cher. Expliquez-nous concrètement pourquoi, en quoi il se différencie des mesures des autres candidats, en quoi il est nécessaire de votre point de vue et comment il va lui permettre de lutter contre le chômage. D'abord, en quoi il se différencie de mes rivaux ? Aucun d'entre eux ne le défend. Et d'ailleurs, ils le critiquent tous. Ça décrédibilise la primaire, dit même Payon dans nos colonnes. Oui, j'aimerais pouvoir critiquer ses propositions. Ça m'est plus difficile, reconnaissez-le. Parce que c'est finalement pas une incitation aussi en creux à la paresse, quoi, et arrêter de travailler. Non, mais c'est une des critiques qui m'est faite, c'est pas ce que vous avez dit, vous, que des dirigeants politiques aujourd'hui de gauche ne se rendent même pas compte que quand ils utilisent cet argument, ils reprennent ce que l'on disait, reprochait à Michel Rocard quand il a voulu faire le revenu minimum d'insertion. C'est incroyable. Donc, on est dans une approche aujourd'hui, je veux le dire, et avec beaucoup de solennité, de ces dispositifs qui postulent que les individus préfèrent l'oisiveté, la paresse, vivent au crochet de la société, là où, parce que nous sommes des sociétés du travail, l'immense majorité des Français aspirent à travailler et à s'y épanouir, et moi je m'en réjouis, mais aussi, il faut le souhaiter, à pouvoir s'épanouir autrement que par le travail. L'objectif du revenu universel d'existence est de permettre à un salarié de chez GAD, ou auparavant de chez GAD, d'un abattoir, parce que je parlais avec eux dans le Finistère, de pouvoir réduire son temps de travail sans perte de pouvoir d'achat. En clair, passer à 2 tiers temps plus mon revenu universel, par exemple. À une auxiliaire de vie, de passer à 2 tiers temps plus mon revenu universel. Bref, à retrouver de la maîtrise sur sa vie, à pouvoir se former pour changer de métier, à décider de se consacrer à d'autres, à un enfant en situation de handicap, à un parent vieillissant qui perd de l'autonomie. Combien de familles aujourd'hui, pour prendre un exemple très concret, là aussi dans ma campagne j'en ai rencontré, sont contraintes pour une des 2 personnes dans le foyer de passer d'un plein temps à un mi-temps pour se consacrer à un parent dépendant, et avec une perte de pouvoir d'achat qui est une perte de pouvoir d'achat immédiate pour le coup. Cette mesure, c'est sa caractéristique et son intérêt, et c'est ce en quoi elle est stimulante, elle est également soutenue par une partie des ultra-libéraux. M. Gaspard Koenig la soutient avec entrain. Absolument. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, si elle était mise en œuvre, que un jour venu, elle soit le prétexte à un démantèlement de la sécurité sociale, certains considérant que le revenu universel est là et que c'est pour solde de tout compte. Il n'y a aucun progrès social qui soit d'abord assuré d'être pérenne, éternel, et pas exposé au risque d'être démantelé, détourné, dévoyé. Aucun. Et moi, je ne propose pas un chemin qui est une assurance tout risque. Écoutez, mesdames et messieurs, venez avec Benoît Hamon, vous serez mieux logés, vous aurez un meilleur salaire et tout ira bien. Je redis, c'est une option. Et dans cette option, il y a effectivement l'objectif qui, par la généralisation du revenu universel d'existence, permettrait à chacun, en tout cas ceux qui sont dans cette situation-là, de pouvoir retrouver une autonomie qu'ils n'ont pas. Alors on me dit, mais le revenu universel d'existence, à partir du moment où il est versé jusqu'à Mme Bettencourt, c'est quand même incroyable. Mais Mme Bettencourt, dès lors que son revenu universel d'existence, que son impôt sur le revenu, d'ailleurs, est prélevé désormais à la source, Mme Bettencourt va peut-être avoir plus 600 €, mais moins 1 million pour financer, j'en sais rien, c'est une grossièreté, là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, paiera énormément de revenu universel d'existence pour d'autres. L'objectif, cet revenu, il sera totalement invisible pour une partie des Français, puisque l'impôt étant prélevé à la source, par définition, il ne sera pas visible sur leur feuille de paye. Première chose. Donc, on est dans un choix politique qui va finalement concentrer l'intérêt de la mesure pour celles et ceux qui, aujourd'hui, sont dans une situation vis-à-vis de leur travail, de ne pas pouvoir choisir la manière dont ils travaillent, l'organisation de ce travail et l'articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Le coût est effectivement important, mais il est largement financé par un phénomène de redistribution par l'impôt sur le revenu. Et en fait, on est dans des agrégats qui sont des agrégats un peu qui n'ont pas beaucoup de sens et qui sont assez absurdes. Dans l'absolu, ça coûte 450 milliards, mais dans les faits, en réalité, la mesure, dans l'impact qu'elle aura quand elle sera perceptible, se concentrera sur une partie de la population qui est celle qui en a besoin, là où elle sera neutre,
voire négative, pour une grande partie de la population qui est celle qui gagne le plus d'argent. Première chose. Donc, ce que je veux simplement dire par cela, j'entends l'argument des 300 milliards. Il a même été utilisé par mes rivaux, comme si je proposais tout de suite 300 milliards. Je ne l'ai jamais proposé. J'ai proposé qu'il y ait une première étape, et je veux dire pourquoi et le sens de cette première étape. Et me concentrer là-dessus, parce que c'est l'engagement que je prends. Je propose que la première étape, ce soit que le revenu universel d'existence corresponde d'abord à une revalorisation et une automatisation du RSA, le minima social aujourd'hui, qui concerne à peu près, quand on prend le RSA socle, ça doit être autour d'1,9 million personnes au foyer, et il doit y avoir 600 000 foyers qui sont au RSA activité à peu près. Gilles, vous me corrigez si je me trompe. Je souhaite que cette mesure soit, que le RSA soit revalorisé, porté à 600 € et automatisé, de façon à ce que toute personne éligible aujourd'hui au RSA le reçoive. Un tiers des personnes pauvres qui pourraient y avoir le droit aujourd'hui ne l'ont pas parce qu'ils ne le demandent pas. En clair, on fait des économies sur les pauvres. Parce qu'il n'y aurait pas de démarche, il n'y aurait rien, c'est ça la différence. Oui, mais or, nous savons tous, et c'est pas... je me tourne vers Gilles qui connaît ces réalités-là aussi, quand on construit une prestation comme celle-là, l'État est parfaitement documenté pour savoir que si vous créez une prestation sociale qui repose sur la demande de la personne, vous allez faire des économies parce qu'il y a toujours un bloc de personnes qui ne le demanderont pas. Même quand l'État est de gauche. Même quand l'État est de gauche. Oui, même quand l'État est de gauche, hélas. Donc l'automatisation, elle est nécessaire. Elle permet, là, finalement, d'éradiquer beaucoup plus sûrement la pauvreté, c'est-à-dire permettre à un tiers de ceux qui sont éligibles au RSA de pouvoir en bénéficier alors qu'ils ne l'ont pas. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que je le mets en place, le revenu universel, pour les 18-25 ans. Pourquoi je commence par eux ? Parce que justement, moi je veux penser la protection sociale qui accompagne la trajectoire professionnelle ou l'insertion de ces jeunes, le rapport au travail qui sera le leur, pour commencer avec cette génération, parce que c'est avec cette génération que commence l'impact de la révolution numérique sur le travail et le nouveau partage du travail. Et oui, il y a une volonté des libéraux de se dire, finalement, faisons un revenu pour solde de tout compte, habillez-vous, soignez-vous et débrouillez-vous avec ça, et en plus forfaitaire, et le même pour tout le monde, et ensuite, plus d'assurance maladie, plus de retraite, etc., etc. Évidemment, ce n'est pas mon projet. Évidemment, ça ne se substitue pas, par exemple, à l'assurance maladie, et on se posera la question, d'ailleurs, peut-être tout à l'heure, de savoir si on rembourse toujours par la Sécu, ou s'il faut continuer à s'appuyer sur les complémentaires, qu'est-ce qu'on fait de l'assurance maladie universelle que propose Hirsch, ou d'autres projets de cette nature. Bon, mais à mes yeux, évidemment, ce n'est pas celui-là. C'est pour ça que j'ai bien dit, et j'ai corrigé même d'ailleurs, ce qui était, à mon avis, une petite erreur de communication de ma part. Au début, j'ai dit c'est la sécurité sociale du XXIe siècle. Je dis plus cela parce que ça donne l'impression qu'elle se substitue à celle qu'on a construite. Je dis bien que c'est un nouveau pilier de la sécurité sociale. Alors, sans être aussi ambitieux que la troisième phase à 300-400 milliards d'euros, la première phase, elle coûte quand même très très cher. 45, ouais. Comment vous la financez ? Par des redistributions ou vous augmentez quand même l'impôt sur le revenu ? Et si oui, à partir de quel seuil ? Elle est financée par le fait que beaucoup de ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, par le simple fait qu'ils touchent 600 €, en plus, vont basculer dans l'impôt sur le revenu. Déjà en soi, il y a des jeunes qui sont salariés, qui, car avec ces 600 €, paieront plus d'impôts, donc contribueront à redistribuer. J'ai parlé donc d'une réorientation d'une partie de l'argent qui aujourd'hui va, à mon avis, arroser le sable avec le CICE. Et enfin, de cet impôt sur le patrimoine, cet impôt sur les actifs nets, qui financera le revenu universel d'existence. C'est parfaitement chiffré. Nous avons abondance de documents là-dessus. Nous finançons cette mesure à 45 milliards d'euros.